En fait, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le texte d'Olivier, enfin, j'étais extrêmement surprise et ça me montre, enfin, j'ai travaillé récemment là-dessus, mais ça montre qu'une fois de plus, la littérature excède vraiment toutes les élaborations théoriques est très nettement supérieure à toutes les glosses. Bon, j'étais très touchée qu'on lise un extrait de personne, euh, mais c'est un extrait, enfin c'est parmi les extraits les plus théoriques du livre. Toutefois, là, ce qui nous est dit dans ce texte, quelque chose d'extrêmement pur, à mon avis, que j'ai trouvé magistral. Bon, l'histoire brièvement. Un jeune narrateur d'une trentaine d'années se retrouve dans une maison au bord de la mer. Alors c'est vraiment l'espace de la tragédie, hein. On est à la fois d'emblée bercé par le ciel, les vagues, les étoiles. On devient nous-mêmes des étoiles qui regardons ce qui se passe dans cette maison et on apprend qu'il y a un cadavre au premier étage. Alors voilà, il y a un mort et il y a un jeune homme au rez-de-chaussée et ce jeune homme va rencontrer un dominateur qui va le soumettre. Et ce qui est très très frappant, c'est que bon, c'est vraiment la chronique. Moi, j'ai vu la chronique d'une mélancolie où le jeune homme. Bon, je me suis demandé à un moment donné, est-ce qu'il y a vraiment trois personnes dans cette maison? Est-ce qu'il y a le jeune homme, le cadavre au premier étage et le dominateur? Ou au fond, est-ce que ce ne sont pas peut-être les trois instances d'une même personne? Puisqu'on on l'a évoqué tout à l'heure, et mélancolique, celui qui se sent vidé, c'est-à-dire qui est vraiment en lieu et place du cadavre. Qui a perdu son objet. Qui a perdu son objet. Et là, on a vraiment l'impression que... bon, je vais essayer de pas trop dériver vers la psychanalyse appliquée, mais oui, ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette histoire où le jeune homme s'identifie vraiment à la perte d'Émile, qu'il pleure pour tout un tas de raisons, dont certaines restent inconnues d'ailleurs, et pour endosser ce deuil, au fond, pour supporter cette perte, enfin, comme un lien de cause à effet, voilà, il va faire appel à quelqu'un qui va, justement, dit-il, intervenir sur le réel. Et qu'est-ce qui fait ce dominateur? C'est quelque chose qu'on retrouve, hein, c'est quelque chose que peuvent dire des personnes qui ont affaire à des dominateurs ou des dominatrices professionnelles, c'est-à-dire que ça va les soulager de quelque chose, c'est-à-dire que ça va leur faire cracher ce qu'ils ont de plus intime, de plus, vous savez, ce qu'on passe normalement notre temps à cacher, nos trucs les plus sales, les plus archaïques. Ou l'angoisse. Et paf, voilà. Là, c'est pas du tout symbolisé, c'est vraiment mis en acte, hein, dans le rapport de domination et de soumission. Et apparemment, ce narrateur, il trouve un soulagement. Et petite anecdote, enfin je vais relier ça à quelque chose que j'ai pu expérimenter quand j'ai fait 2 ans de stage à l'hôpital Sainte-Anne dans un service de psychiatrie adulte et j'ai été très frappée à plusieurs reprises de voir, enfin moins à 2 reprises, mais on avait discuté après avec la chef de service, effectivement des personnes extrêmement mélancoliques, c'est-à-dire où ni les antidépresseurs à très forte dose, ni même la sismothérapie, bon les électrochocs, voilà, c'était n'arrivait à les sortir de cette profonde cadavérisation mélancolique dans laquelle ils se trouvaient, et que leur recours, ça a été par le biais d'une rencontre, alors certains diront mauvaise rencontre, eux diront que c'est peut-être la rencontre qui leur a permis de tenir debout, bon gré malgré tout, ça a été la rencontre avec un dominateur ou une dominatrice, c'est-à-dire que il y a une opération, c'est pour ça qu'on a choisi de lire ce fragment-là de personne. Il y a une opération qui se fait où, bon, le mélancolique, au lieu il passe son temps à se déchétiser. Je ne suis rien, je suis un déchet, je suis un cadavre, je pue. Vous avez des grands mélancoliques comme ça qui ont l'impression sans arrêt qu'ils sentent la pourriture. Ils sont un cadavre ambulant. Et bien, quand ils trouvent quelqu'un d'autre qui va les traiter de fiottes, qui va les traiter de merde, qui va les rouer de coups, ça va en quelque sorte extérioriser toute la haine qu'ils ont en eux. Ils vont faire endosser ça à un autre. Et mine de rien, d'une curieuse façon, ça va réintroduire un peu de libido, un peu d'éros. Bon, d'une façon, dira-t-on, peut-être pas très orthodoxe, mais certains diront. Mais voilà, c'est des équilibres, des nouages qui vont permettre à certains de pouvoir tenir
encore debout. Et bon, c'est une des... Ça m'a fait associer par rapport à Oui. ce qui est dit dans ce livre, C'est notamment. recommandé par la médecine. Non, on n'ira pas jusque-là. On ne va pas dire à tous les grands, à toutes les personnes qui, tous les mélancoliques, des dépressions sévères, d'aller se faire fouetter et que ça ira beaucoup mieux après. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. En plus, je crois qu'il faut un certain talent Ouais. J'en doute pas. pour être soumis et être dominateur. Je crois. Soumis aussi. Ah bah oui. Ah bah oui. Parce que, par exemple, on peut avoir tendance à penser que dans la relation domi-soumis, voilà, le soumis est une chose corvéable à merci, une espèce de carpette. Non. Enfin, moi, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et que... Bon, c'est vraiment une relation. C'est-à-dire que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Sans le soumis, le dominateur n'est rien. N'est pas dominateur, de toute façon. Il y a déjà ça. Et je crois que ça va encore plus loin au niveau du langage. Par exemple, dans le livre, bon, c'est le narrateur qui est soumis, qui est dans la position, qui se met dans la position du soumis. C'est lui qui raconte. C'est lui qui dit je, qui décrit pendant tout le livre. Le dominateur a parfois la parole, très peu. Généralement, déjà, il ne s'occupe pas des descriptions. Et généralement, quand il prend la parole, il prend la parole du pouvoir établi, voire administratif, institutionnalisé. C'est-à-dire qu'il dit « fais ci, fais ça, comme ci, comme ça, commence à tel moment, finit à tel autre, de cette façon, etc. » C'est une parole quand même très limitée. Le soumis, en revanche, il a toute l'attitude pour dire la chose. Il ne formule pas, il dit. Bon. En plus, il écrit. Mais bon, ça, c'est un troisième plan. Et ce que je voulais... À partir du moment où il écrit, justement... Comment ? À partir du moment où il écrit, est-ce qu'il ne prend pas la part de domination ? Oui, c'est ça. C'est exact. Non, je dirais même... Enfin, je pense même pas qu'il prend la part de domination. Il partage la domination. C'est-à-dire que, pour moi, le soumis partage le plaisir de la domination avec le dominant. De la même façon, le dominant... Parce que ce qui se passe, je crois... Comment ? Alors, c'est un rapport avec le narcissisme, parce que c'est exactement ce que j'allais parler du miroir. Parce que ce qui se passe quand même, c'est que le soumis, à un moment donné, il tend un miroir au dominateur. Et le miroir, c'est son propre corps. Il utilise son corps et ce qu'il fait, jusqu'où il peut aller, comme un miroir. Et le dominateur se voit lui-même agir dans ce miroir. Il voit jusqu'où il peut aller, il voit jusqu'où son pouvoir peut aller. Donc c'est vraiment il y a encore une fois le trait d'union. C'est ce que théorise chez Deleuze dans la présentation. Le froid et le cruel que j'ai lu et relu, bien sûr. Ah oui, bah oui. C'est Mais qui sait comment. Oui, tout à fait. C'est Deleuze dans le froid et le cruel. À ma connaissance, c'est celui qui en parle le mieux. Lacan aussi. Et non, mais la psychanalyse